Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame la ministre, salut l'ensemble des journalistes présents, avec peut-être une mention particulière pour celles et ceux qui ont fait le déplacement depuis Nouméa pour suivre l'ensemble de nos travaux. Les Français de l'Hexagone l'oublient parfois, mais nous sommes encore engagés dans un processus de décolonisation ancien, complexe, encadré par les Nations Unies, qui se sont traduits par deux grands accords dans la République, les accords de Matignon 1988, les accords de Nouméa, dans lesquels, j'y reviendrai, nous vivons toujours depuis 1998, qui ont donné lieu à des révisions constitutionnelles et un certain nombre de modifications ou de prises de lois organiques. Cet accord comportait beaucoup d'éléments, parmi ceux-ci sur l'accession à la pleine souveraineté dans le cadre d'une autodétermination. Il y avait le principe de 3 référendums. Le premier référendum, s'il n'était pas demandé par des formations politiques calédoniennes, devait être organisé par l'État. C'est ce qui a été fait au début de ce quinquennat, notamment sous la direction du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Le résultat, vous le connaissez. Un deuxième référendum était prévu dans le cadre de cet accord de Nouméa. S'il était demandé, cette fois-ci, par des formations politiques calédoniennes, ce fut le cas. Nous l'avons organisé en octobre dernier, avec un écart de voix qui s'est resserré. Et donc nous voici entre deux moments, ce deuxième référendum et la possibilité d'un troisième, possibilité qui s'est vue confirmée par les formations calédoniennes, en tout cas les formations politiques indépendantistes telles qu'elles figurent au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Au lendemain de ce deuxième référendum, le président de la République a demandé à son gouvernement de prendre un certain nombre d'initiatives, avec un mandat d'ailleurs pour sortir de quelques sentiers battus, pour imaginer une initiative politique nouvelle du gouvernement. Cela s'est traduit par un déplacement assez long, certains s'en souviennent, en octobre dernier, qui m'a permis de recréer les conditions d'un dialogue multilatéral, parce que je tiens à préciser que le dialogue n'a jamais été rompu avec l'État. Le vrai enjeu dans ce dossier étant de maintenir un dialogue entre les militants, ou les tenants en tout cas, du oui d'un côté, les militants ou les tenants du non de l'autre côté. Et force est de constater que dans ce processus complexe, l'État a son rôle à jouer pour permettre aux uns de discuter avec les autres. La deuxième étape pour reprendre des initiatives, c'était bien sûr de faire venir les formations politiques calédoniennes de manière assez élargie à Paris pour avoir un moment de discours franc avec elles et de jouer pleinement le rôle de l'État partenaire. L'État est partenaire de l'accord de Nouméa, il a un rôle actif à jouer, il est neutre dans sa capacité à organiser les opérations référendaires. Néanmoins, par définition, ce rôle de partenaire n'est pas un rôle passif, mais bel et bien actif, et c'est ce que nous avons souhaité faire. Ce que nous avons souhaité faire, au fond, pour avancer et sécuriser, j'y reviendrai, la fin de cet accord de Nouméa, c'est d'avancer dans la clarté. Force est de constater, et je l'ai dit de nombreuses reprises, que quelque ambiguïté s'était installée dans ce dossier, sur lequel, si nous souhaitons que la fin de l'application de l'accord et le jour d'après se passe bien, il nous fallait travailler à des éléments de clarté. Ce que je vais vous dire n'est pas un accord. Je pense que c'est très important de le dire. Nous n'étions pas à Paris pour conclure un accord. Les accords furent en 88, en 98, en Nouvelle-Calédonie, ou comme souvent en Océanie, où le temps est long, et il faut prendre ce temps pour échanger et discuter. Ce temps à Paris était fait pour que la République et son État, et singulièrement son gouvernement, prennent une initiative dans son rôle, et je le dis tout de go, dans le respect strict des compétences qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles du gouvernement de la République. Au fond, quelles sont-elles ? En déclinant, au fond, la seule chose que nous avons cherché à faire depuis quelques jours, c'est d'aller vers un chemin de clarté. C'est le mot que je vais reprendre à plusieurs reprises. La première des clartés était évidemment de travailler sur le oui et le non. Le oui ne vaut pas le non. Le projet du oui n'est pas le projet du non et vice-versa. La réalité, c'est que depuis maintenant plus de 20 ans, nous discutons de la question qu'il fallait poser au corps électoral. Évidemment, nous discutions du moment à laquelle il fallait poser cette question, je l'ai dit à de nombreuses reprises, et assez curieusement, il n'a jamais vraiment été question du sens des réponses. Or, c'est véritablement ce que nos concitoyens, d'ailleurs qu'ils soient électeurs ou non, qu'ils soient membres de ce corps électoral ou non, nous demandent, c'est de dire au fond que veut dire ce oui, que veut dire ce non. L'État, de manière inédite, a fait travailler l'ensemble des ministères, forces armées comprises, pour donner réellement ces implications du oui et du non. On l'a fait sur la base d'un document en tête de la République, qui n'est pas un document co-construit, c'est un document que l'État va assumer, mais sur lequel il était impensable pour nous, évidemment, de le publier sans avoir eu un temps d'échange avec un certain nombre de questions que nous avons posées aux différentes formations politiques calédoniennes. Ce document, il est déjà dans sa version 2, suite aux différents échanges que nous avons eus ces derniers temps avec la formation politique.
Je pense qu'il va aller vers une version 3 prochainement, puisque suite à la grande discussion que nous avons eue, cette écoute profonde avec la société civile en Nouvelle-Calédonie, nous allons également prendre le temps de partager ce document, pas pour le négocier, j'insiste, en plus les formations politiques sont légitimes dans une démocratie représentative, mais pour partager les tenants du oui et les tenants du non, notamment avec le monde économique, qui est présent, comme vous le savez, à Paris, et qui lui aussi, et c'est bien légitime, est en attente de clarification. Je tiens à le dire, contrairement à ce que l'on peut penser depuis Paris, mesdames, messieurs, cette demande de clarification, elle émanait peut-être historiquement davantage des formations politiques indépendantistes que des formations politiques loyalistes, c'est factuel. Il faut y voir là aussi un respect des formations politiques indépendantistes dans leur combat pour l'indépendance et dans le processus de décolonisation. Que l'État ait l'humilité de considérer que le oui existe avec beaucoup de crédibilité, c'est une étape historique dans notre processus. Et j'ai entendu des formations politiques calédoniennes indépendantistes qui certes ne partageaient pas tout ce que l'État mettait sur la table, mais reconnaissaient que non seulement c'était un effort de respect, mais enfin surtout que cela était une étape dans le processus. La deuxième des choses, car après le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, va m'en vouloir d'être trop long, mais la clarté sur le calendrier de la fin de cet accord de Nouméa. Je suis frappé de voir que on finit par oublier que le calendrier de l'accord est quelque chose qui doit être partagé, mais que le calendrier des consultations est la compétence exclusive du gouvernement de la République. Il appartiendra au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et à votre serviteur de signer les différents décrets portant convocation des électeurs. Et que dirait-on si le gouvernement de la République s'ingérait, en tout cas commettait des ingérences dans les compétences des institutions calédoniennes? Et donc évidemment, nous tenions à avoir un discours et un dialogue franc avec les différentes formations politiques présentes à Paris. Et il est clair que je dois vous avouer que le premier jour de ces discussions, notre décision n'était pas complètement prise sur la date de ce référendum. Et au fond, les échanges ont permis de démontrer qu'il y avait une forme d'urgence à travailler, je vais y venir dans un instant, au jour d'après. Et pour ne pas perdre plus de temps, puisque ce référendum a été demandé vite. Je rappelle que les formations politiques indépendantistes n'étaient pas obligées de le demander aussi vite. Mais elles ont tenu, par-delà même, à marquer le fait aussi qu'elles souhaitaient que l'État tienne sa parole sur l'organisation de ce troisième référendum. Eh bien, non seulement l'État va tenir sa parole, mais également nous considérons que l'intérêt général, au titre de la visibilité, de la stabilité aussi de la vie politique, certes, mais enfin surtout économique, sociale de la Nouvelle-Calédonie, commandait de faire cette consultation référendaire le plus rapidement possible, dans les délais évidemment légaux et techniques possibles. Aussi, le gouvernement de la République organisera et convoquera les électeurs de la liste électorale concernés par cette consultation le 12 décembre 2021. Je tiens à préciser que cette date ne fait pas l'objet d'un consensus. Il ne faut pas dire des choses qui seraient inexactes et que l'Union calédonienne présente à Paris a signifié que cette date n'était pas consensuelle. Néanmoins, il y a une convergence des parties prenantes pour que la fin de cet accord de Nouméa soit sécurisée. Et il apparaît que le faire le plus rapidement possible est une des manières, pas la seule, mais est une des manières de la sécuriser. Pas de consensus, mais convergence pour sécuriser la fin de l'accord de Nouméa, avec un risque que nous assumons, c'est évidemment que certains personnages politiques nationaux puissent être tentés d'une instrumentalisation de cette séquence à des fins peut-être liées à la campagne présidentielle. Moi, je forme un appel solennel ici, dans mes fonctions de ministre, mais aussi comme personnage attaché à la Nouvelle-Calédonie, que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. C'est l'image de la France et c'est notre honneur collectif que ce processus arrive à son terme dans de bonnes conditions. La troisième des choses, fixer une date de ce référendum, peu importe d'ailleurs en 21 ou en 22, à vrai dire, n'aurait eu aucun sens, ni en 21 ni en 22, j'insiste, si on n'allait pas vers le troisième élément, qui est la clarté du jour d'après. Vous avez cette formule dans les accords de Nouméa, où il est écrit que, notamment en cas de non d'ailleurs, le lendemain, les parties se réunissent pour examiner les effets ainsi créés. Autant que cette formule en 1998 était acceptable et acceptée par l'ensemble des personnes qui vivent sur le Caillou, autant que l'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, autonomiste, partisan du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, peu importe, personne dans sa vie de femme et d'homme ne peut se satisfaire que le jour d'après fasse l'objet d'un flou aussi épais. Et ça aussi, c'est la responsabilité de l'État, parce que la Nouvelle-Calédonie, au moment où je vous parle, c'est la France,
Et c'est donc la responsabilité de la République aussi que de tracer un chemin de visibilité et de clarté dans ce jour d'après. Aussi, et ça, c'est l'État qui prend cette initiative politique dans le cadre des compétences que sont les nôtres, sans préjuger, évidemment, des compétences des institutions calédoniennes, mais nous restons dans le champ de nos propres compétences, et j'entends à ce que celles-ci soient respectées, comme d'ailleurs je respecte celles des autres institutions. Je suis précis sur ce point, mais c'est très important. C'est d'ouvrir une nouvelle période. Au lendemain de ce référendum du 12 décembre 2021, ouvrir une période qui démarrerait du 13 décembre précisément, pour aller jusqu'au 30 juin de l'année 2023. Cette période de convergence, de discussion et de stabilité, je retiens le mot stabilité, cette période de stabilité, elle vient sécuriser, adosser sécuriser la fin de l'accord de Nouméa en s'adossant à elle. Que le oui l'emporte ou que le non l'emporte au mois de décembre de l'année 2021, vous aurez cette période dans laquelle il y aura un certain nombre de concertations et de discussions qui nous emmènera vers une période de transition. La République a pris cet engagement devant l'Union calédonienne, devant les formations politiques loyalistes connues, l'Avenir en confiance, Calédonie ensemble, l'ensemble des délégations prévues ici à Paris, qui sont venues ici à Paris, c'est d'avoir évidemment une période de transition. Cette période de transition, bien sûr, on a commencé à en parler, elle sera précisée. Nous avons commencé à la préciser dans le document du oui et du non. Je ne rentre pas dans les détails puisque je n'ai pas ce temps, mais je prendrai peut-être du temps cet après-midi avec les journalistes de Nouvelle-Calédonie pour approfondir cela. En tout cas, on a commencé à travailler avec précision à cette phase-là. Ça veut dire quoi? Si le oui l'emporte, évidemment, il faudra aller vers une quatrième ou une première consultation du nouvel ère, en tout cas. Une première consultation référendaire pour que le nouvel État puisse arrêter sa constitution. Pour la République française, ça sera aussi le moment et l'occasion de clarifier le lien qui devra unir ce nouvel État indépendant avec la France. On le sait très bien, les sensibilités indépendantistes sont foisonnantes en la matière. Certains promeuvent une indépendance assez stricte, d'autres au contraire une indépendance dite d'association. Ce débat n'a pas à être tranché ou évoqué avant le 3e référendum du mois de décembre. Néanmoins, il faudra bien prendre ce temps jusqu'en 2023 pour clarifier le lien entre la République française et le nouvel État indépendant. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, si le non l'emporte, là, le processus engagé ne s'arrête pas pour autant, sauf que l'accord de Nouméa, lui, sera caduc, comme on aurait pu dire dans d'autres territoires et à d'autres occasions, même si comparaison, évidemment, n'est pas raison, je le dis tout de suite. Et donc, il faudra bien dessiner un chemin nouveau pour les institutions de Nouvelle-Calédonie, avec là aussi un certain nombre de sujets qui seront sur la table, je les évoquerai cet après-midi. Dans les deux cas, ils sont toujours redoutablement sensibles quand on évoque la question du corps électoral, lorsqu'on évoque la question du processus de décolonisation. Autant de sujets qu'il conviendra évidemment d'être précisés, mais enfin, nous avons déjà avancé, et j'aurai l'occasion de vous le dire cet après-midi. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y aura une 4e consultation référendaire, et d'ailleurs, je n'ai pas envie de l'appeler comme ça devant vous, il n'y en aura pas une 4e. Quoi qu'il arrive, il y aura une première consultation référendaire du nouvel ère post-Nouméa. Ça, c'est quelque chose d'acté pour nous. Évidemment, si l'État est indépendant, la méthodologie et la manière dont cette consultation va se faire sera l'objet d'une discussion, mais ça sera au nouvel État de l'organiser. Néanmoins, nous nous engageons, nous, si la Nouvelle-Calédonie reste dans la République en cas de non, à évidemment tracer ce chemin vers une nouvelle consultation post-Nouméa pour définir un nouvel avenir, un nouvel horizon pour ce territoire du Pacifique. Peut-être, et j'en terminerai par là, par 2 séries d'éléments. Nous allons nous laisser du temps pendant cette période qui s'ouvre dès maintenant pour nous, jusqu'au référendum de cette fin d'année, puis du référendum de cette fin d'année au mois de juin de l'année 2023, pour traiter des sujets dont peut-être les habitudes, la routine, les tabous nous ont parfois peut-être conduits à les mettre de côté. Tout n'est pas affaire que d'institutions ou de pleine souveraineté. Parfois, il a été plus question ces derniers jours d'inégalité sociale, d'incompréhension sur le système fiscal, des enjeux liés à l'éducation, à certaines compétences transférées, dont le principe d'irréversibilité n'est pas remis en cause, mais sur lequel des questions se posent. La suite et le bilan de la décolonisation, son jour d'après.
Sans oublier, et je le dis, et c'est peut-être un des grands éléments aussi de la discussion que j'ai pu avoir avec les formations politiques indépendantistes, commencer aussi à travailler dans le calme et sereinement à ce chemin coutumier aussi qui nous permettra peut-être de réconcilier un peu mieux les mémoires. De cela aussi, il faudra en parler. Et ce sont des sujets que nous mettons en responsabilité et sereinement sur la table. Maintenant, et pour conclure, pour que le porte-parole ne me déteste pas complètement, et encore moins la ministre en charge de la fonction publique, enfin, la transformation publique, vous dire que le dialogue continue, y compris avec les absents. Les absents ont tort, je l'ai dit. J'assume cette formule. Ce n'est pas parce qu'ils ont tort qu'il ne faut pas leur tendre la main. Et donc nous allons le faire. Je prendrai un certain nombre d'initiatives dans les jours qui viendront, par écrit, oralement. Il est évident que nous ne ferons pas sans eux. Il est évident aussi que nous entendons à ce qu'ils respectent l'État dans ses prérogatives, dans cet accord. On ne peut pas m'avoir dit pendant des semaines que l'État parfois avait été trop discret, trop absent. D'ailleurs, les deux camps le disent. Et au moment où l'État s'interroge sur le jour d'après et essaie de tracer un chemin de visibilité, de stabilité pour le territoire et pour le Caillou, nous expliquer qu'on se mêlerait de ce qui ne nous regarde pas. Donc nous nous mêlons de ce qui nous regarde et nous le faisons avec sérénité et détermination. Nous allons évidemment aussi valider et continuer de circulariser le document du oui et du non, notamment en lien avec la société civile, je n'y reviens pas. Je préciserai dans les jours à venir l'organisation d'un comité des signataires, puisque lui, bien sûr, est adossé à l'accord de Nouméa et qu'il n'est pas question d'enjamber cette institution importante. Le Covid et la période de réserve liée aux élections, même s'il n'y a pas d'élection en Nouvelle-Calédonie, mais me contraignent néanmoins à ne pas pouvoir me déplacer en raison aussi de la septaine. J'ai déjà fait une quatorzaine une fois, vous comprendrez aisément que je ne referai pas une septaine dès le mois de juin. En tout cas, nous souhaitons avoir ce comité des signataires pour avancer. Et évidemment, nous aurons l'occasion de continuer nos échanges multilatéraux, mais aussi bilatéraux, puisque ce n'est plus un mot tabou. J'ai passé des jours et des nuits à entretenir des échanges dans des formats divers et variés, à Paris comme en province d'ailleurs, et ce sera mon dernier mot. Merci à celles et ceux qui ont pris leur courage à deux mains pour venir jusqu'à Paris, pour rencontrer le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, dans un moment délicat où, au fond, c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron que ces 3 consultations référendaires tombent pour un accord qui a été signé lorsque j'avais 12 ans. Le porte-parole était encore plus jeune, lui. Il nous revient à nous aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, de l'appliquer, même si parfois certains signataires ou certains parlementaires qui l'ont ratifié ont oublié parfois que c'est à eux qu'on doit cet accord, qui est un bel accord. Et c'est pour ça que nous le respecterons, même si nous prenons son contenu avec l'humilité et la prudence qu'il convient d'avoir. Merci à tous.